Chers amis et camarades, merci de me recevoir à Lille. C'est une ville où j'ai commencé mes activités militantes ici lorsqu'on faisait les caravanes itinérantes avec mes camarades nationalistes. Et c'est une ville qui est très chère à mon cœur en raison de son enracinement dans la culture flamande. C'est aussi une ville qui a toujours été la gardienne de la frontière nord de la France, et voilà, c'est une ville que j'affectionne particulièrement aussi pour sa gastronomie, en particulier pour la bière. Je ne vous apprends rien. Voilà, merci de me recevoir, ça me fait vraiment plaisir de parler de ce sujet avec vous, de l'écologie. Alors, vous avez fait cette année des sujets très graves, des sujets lourds, des sujets qui peuvent peser sur votre psyché lorsque vous quittez cet endroit plein de camaraderie certes, mais encore une fois toujours préoccupé par la chose publique, par la chose politique. Malheureusement, ce soir, on va pas que se mettre au vert, on va aussi en deuxième partie aborder des sujets très graves qui concernent la santé humaine, mais fort heureusement, à la différence peut-être de certains autres sujets sur lesquels on n'a pas beaucoup d'emprise, je vais essayer de vous donner des solutions pratiques pour mettre votre vie le plus en conformité possible avec la nature, c'est-à-dire avec vous-même. On abordera ça en deuxième partie de propos. La première partie, je voudrais aborder des questions un peu théoriques, vous donner quelques références, donner quelques définitions. On abordera rapidement l'origine aussi de la préoccupation environnementale, de la préoccupation écologique. On essaiera aussi d'aborder le sens que l'écologie peut avoir dans le combat politique, une écologie radicale, une écologie politique radicale et intégrale. J'aborderai très très brièvement aussi les grandes catastrophes qui ont servi en fait de réveil à la conscience écologique. On abordera très très brièvement la question du climat, qui est un petit peu l'arbre qui cache la forêt sur les questions environnementales. Je dirai un mot aussi de la catastrophe écologique et plus exactement de la convergence des catastrophes, c'est-à-dire la façon dont la crise écologique s'insère dans tout un ensemble, dans une caravane de catastrophes qui semble converger. Très rapidement, on dira un mot aussi des divers débats qui agitent le milieu environnemental, la question du climat bien sûr, la question de la décroissance, et la question du réformisme, puisque vous savez qu'on a au ministère de l'écologie, si ça n'a pas changé, je suis pas à jour, Nicolas Hulot, qui suscite quand même une espérance dans les milieux préoccupés par la question écologique, et qui, à certains égards, c'est pas une mauvaise nouvelle, mais il faudrait aussi voir quelles sont les limites du personnage, et est-ce que, de façon plus générale, on peut aborder la question écologique sous un angle réformiste, ou est-ce que là aussi, il ne faut pas plutôt privilégier des solutions qu'on pourrait qualifier de révolutionnaires. Et en deuxième partie, donc, on abordera les quatre grands sujets des pratiques, on va dire, écologiques, que sont la simplicité volontaire, l'autonomie, le zéro déchet et l'antitoxique. Alors pour commencer très brièvement, rappelez quand même que l'écologie à l'origine c'est une science comme la physique, c'est une sous-catégorie si vous voulez de la biologie, c'est la science des systèmes, c'est une science systémique, c'est la science des écosystèmes, c'est-à-dire la science des interactions entre les éléments organiques et inorganiques et entre les espèces à l'intérieur d'un système. Donc c'est-à-dire que déjà d'entrée vous avez affaire à une science qu'on peut qualifier d'holistique. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un mot compliqué pour dire simplement que la somme des parties, que le tout est supérieur à la somme des parties, c'est-à-dire que il y a toutes les parties qui composent le système, mais au-dessus de cette somme de parties, il y a l'ensemble de leurs interactions, ce qui veut dire encore une fois que le tout est plus que la somme des parties. Ça c'est un point très important parce qu'on va comprendre ensuite comment cette science, une fois qu'elle va identifier la dégradation du milieu naturel, elle va en fait servir à la formulation d'une proposition politique. Donc on va passer en fait assez rapidement de la science, des sciences naturelles, à cette prise de conscience de la détérioration des systèmes environnementaux, des écosystèmes. Et cette prise de conscience, elle va commencer dans le monde scientifique. Elle va commencer d'abord chez les naturalistes au XVIIIe siècle. Alors, je voudrais faire aussi, avant d'aborder l'histoire de l'écologie, cette très brève histoire de l'écologie, vous faire un parallèle entre aussi cette méthode scientifique qu'on pourrait qualifier d'organiciste, c'est-à-dire elle va utiliser régulièrement la métaphore de l'organisme pour parler de son sujet. Or, cette manière d'aborder l'objet naturel d'une façon organique rompt avec la méthode qui avait prévalu dans les sciences jusque-là, qui était une méthode qu'on pourrait dire mécaniste, avec comme figure tutélaire évidemment Descartes, avec sa métaphore du corps humain, du corps machine. Il va parler aussi des organismes
parlant d'eux comme des machines, comme d'horloges. Vous voyez, on retrouve là tout à fait ce dont a dû vous parler Marion Sigaud aussi, si elle est intervenue ici à ce sujet, c'est la logique des Lumières, d'accord ? C'est mécaniser, rationaliser, et en fait réduire l'objet naturel à des schémas, si vous voulez, simplificateurs, qui en fait ne peuvent pas rendre compte de la complexité et donc du mystère de la vie, d'une certaine façon, d'accord ? Donc ce parallèle, cette méthode parallèle entre les sciences naturelles et la politique va se retrouver aussi. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des familles politiques qui préféraient à l'abstraction des constitutions posées sur le papier, d'accord ? Ça, c'est le grand mouvement constitutionnaliste français du XVIIIe siècle qui veut une constitution écrite comme en Angleterre. Voilà, on vous a appris à l'école, la France n'a pas de constitution sous l'Ancien Régime. C'est faux, évidemment. La France avait une constitution, les lois fondamentales du royaume, bon, on peut les coucher comme ça sur une feuille de papier, mais c'est pas ça l'essentiel. C'est que c'était une loi non écrite. D'accord ? Une loi qu'on pourrait dire du droit jurisprudentiel, d'accord ? C'est une jurisprudence. Mais il y avait des principes vivants, si vous voulez, du droit qui organisaient la vie en société. Et là, de la même façon que dans le droit, dans les sciences naturelles, on a transposé la méthode des sciences naturelles, en particulier les sciences dures, physiques, dans l'ordre politique, la préoccupation environnementale va réintroduire des notions organiques en politique, parce qu'on va reprendre la figure de l'organisme comme figure explicative de la vie en société. Et ça, c'est un point très important, parce que il y avait une tradition politique qui est en gros, si vous voulez, la philosophie naturelle, la philosophie classique, qui date des anciens, qui nous a été transmise depuis Aristote, ensuite par tous les pères de l'Église, Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin, et ensuite le néo-thomisme, si vous voulez, avec des figures comme Maurras ou Marcel de Corte plus près de nous, et encore plus près de nous, d'autres néo-thomistes. Il y a cette filiation qui veut considérer la société comme un organisme et pas comme une machine. Ça, c'est un point important pour nous qui sommes des militants politiques. Alors, au-delà de cette superficielle préoccupation, qui est maintenant presque universelle, de la question environnementale, en particulier la question de la couche d'ozone, la question du CO2, la question du réchauffement climatique, il y a cette préoccupation environnementale date en fait des années 70, et à son origine, cette préoccupation, lorsqu'elle prend une forme politique, elle prend aussi une forme assez radicale, c'est-à-dire qu'elle ne pose pas le problème en des termes réformistes, et elle ne se propose pas d'améliorer la façon dont on va se servir des outils, elle pose on doit changer d'outils. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'améliorer les choses, mais de penser de manière différente. Évidemment, cette tendance, cette mentalité va plutôt convaincre les milieux ex-néo-léninistes, c'est-à-dire ce qu'on appelle le gauchisme aujourd'hui, mais en réalité, ça correspond beaucoup plus profondément à une démarche conservatrice, et c'est pour ça qu'on a intitulé entre autres cette conférence « Construire la droite des valeurs », parce que, en effet, si on y réfléchit bien, l'écologie n'a jamais été une idée de gauche. La gauche, c'est profondément c'est le parti du progrès, c'est le parti de la machine, c'est le parti même ouvrier, si vous voulez. Mais l'industrie n'est pas une situation normale, en fait, pour l'être humain. La révolution industrielle en tant que telle est la cause première de la crise écologique. C'est ce qu'ont compris les penseurs des années 70. Je pense à des gens comme Dumont, par exemple, qui a été aussi candidat à la présidentielle dans ces années-là, et à tous les pères de l'écologie française. L'idée centrale, c'est que l'industrie, la société industrielle, la société capitaliste, pour lui donner son nom, est la principale responsable de la crise écologique. Et à partir du moment où on identifie une cause, eh bien, il s'agit évidemment de traiter cette cause. Or, vous aurez remarqué que depuis au moins une trentaine d'années, la question environnementale est devenue, en fait, à la fois une idée très communément partagée, mais en même temps, elle a été beaucoup raffinée par le monde médiatique et le monde politique. Et donc, je dirais, les enjeux ne sont pas posés dans leur réalité, tout simplement. On va parler encore une fois de choses, de sujets de diversion, comme le CO2, la couche d'ozone ou le réchauffement climatique, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, on en dira un mot tout à l'heure. En fait, l'écologie appelle et implique de profondes remises en cause. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand je dis appelle et implique ? Elle appelle, pour répondre à cette crise, elle appelle à des profondes remises en question, déjà sur le plan des idées, sur le plan théorique. C'est-à-dire qu'il faut, pour bien aborder la crise écologique et apporter des solutions, commencer par identifier les véritables causes. Or, ces causes, en fait, elles sont connues, je viens de vous le dire, c'est la société industrielle, la société capitaliste. Et en retour,
les gens qui sont justement touchés par cette préoccupation environnementale sont aussi susceptibles de recevoir, avec le message strictement écologique, d'autres messages parallèles, conséquents, cohérents, congruents avec ce message écologique, mais sur d'autres terrains. Et en ce sens, l'écologie politique est pour nous un immense vecteur de transmission de nos contenus. Vous allez comprendre ça au fil de mon explication. Alors, l'écologie, c'est dans les années 70, je veux dire, la critique a été déjà entièrement formulée, même si des précisions peuvent être apportées sur des points très précis, en particulier sur des conséquences pratiques dans vos vies à vous. Là, on a des connaissances beaucoup plus précises. Mais déjà dans les années 70, la critique était formulée de la croissance, du développement, de la technique, de la société de consommation, de la société industrielle, du capitalisme, et même on pourrait dire de la forme américano-occidentale du monde. Parce que dans les courants écologistes en général, il y a une certaine curiosité, une certaine ouverture à l'égard d'autres expériences politiques ou économiques, sociopolitiques, de zones culturelles, de zones géographiques exotiques pour nous. Je pense là par exemple à la préoccupation des rapports nord-sud qui occupe beaucoup les milieux écologistes et qui évidemment implique une certaine, un certain déplacement du regard et de ne pas forcément considérer les cultures autochtones comme inférieures ou au contraire peut-être susceptibles de nous apporter des réponses, de nous apporter des solutions. Et ça c'est un point important aussi parce que ça nous permet de rompre avec, comment on pourrait appeler ça, le chronocentrisme de la modernité qui se considère, qui se regarde elle-même comme la meilleure période que le soleil n'ait jamais connue, si vous voulez. Alors l'écologie politique suppose une vision du monde et un retour donc constant entre la pratique et la théorie, et donc cette vision du monde que nous impulsons, que nous contribuons à impulser, en retour devrait aussi nous permettre de propager cette vision du monde par le vecteur de la question écologique. Alors, juste pour dire un mot des origines, je vous disais tout à l'heure, ça a commencé dans des cercles scientifiques, autour des naturalistes. On pense évidemment à des gens comme Berthollet, par exemple, la classification des espèces. Elle va tout de suite s'imprégner ce début de préoccupation écologique elle va se teinter des préoccupations de l'époque, du style littéraire de l'époque. Ce qu'on appelle la vision arcadienne. Vous avez tous probablement déjà été dans un musée ou dans une maison 18e, une sorte de maison témoin, quoi. Vous voyez, avec ces tableaux de personnages déambulant dans les champs et avec cette vision, voilà, avec le thème littéraire de pastoral, vous voyez, avec des gentils pasteurs, des gentilles jeunes filles de ferme, voyez, le truc très 18e, avec aussi la vision arcadienne. Arcadia, c'est une figure du paradis, si vous voulez. Le paradis du 18e, c'est par exemple le coin où Marie-Antoinette s'est fait construire une bergerie à Versailles. Vous y verrez justement cette figure pastorale de la nature. Donc la nature, d'une certaine façon, une nature très 18e, où avec les prémices de la société industrielle, en réalité, il y avait déjà une sorte de césure entre les pratiques sociales et la nature dans le monde de l'élite, dans le monde des savants, dans l'aristocratie, etc. Donc cette conscience écologique va être tout de suite imprégnée de cette approche élitaire, étatique, scientiste, mais c'est un mal pour un bien parce qu'ils prendront les premières décisions de préserver par exemple des zones. On va avoir la naissance des premiers parcs naturels. Ensuite, un peu plus tard, au début du 19e siècle, quand l'industrie se fera beaucoup plus présente, des gens qui sont proches qui ont été un peu nos aînés à certains égards, comme Frédéric Leplay par exemple, qui est aussi un des grands penseurs du catholicisme social, vont se préoccuper non pas seulement de la préservation de la nature, de cette première mouture, si vous voulez, de préoccupation de la nature qui a d'une certaine façon mis à l'écart les populations. Lui, il va essayer de penser la protection de l'environnement, mais avec une insertion des populations dans leur environnement de vie, dans leur bassin de vie, dans leur environnement naturel. Et donc on assistera à une sorte de correction, si vous voulez, de cette première écologie étatiste et scientiste par une écologie beaucoup plus humaine, beaucoup plus qui est moins biocentriste et qui est un peu moins oligarchique, si vous voulez, plus populaire en fait dans ses visées. Une chose est sûre, ces deux premières préoccupations environnementalistes vont être marquées par une opposition au moins implicite à l'idéologie des Lumières. En effet, si on y réfléchit bien,
Les Lumières, je vous le disais tout à l'heure, c'est l'idée de la mise en ordre du monde, sa mise en culture, c'est la civilisation, c'est l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, c'est la promotion des arts, etc. À l'exception notable de Rousseau, qui est une sorte de nostalgique des origines, tous les autres écrivains des Lumières, tous les autres philosophes sont des promoteurs de la société industrielle en réalité. Et donc c'est contre ce début de société industrielle que va se lever la préoccupation écologiste. Contre la croyance optimiste dans un progrès cumulatif et linéaire. C'est l'idée de progrès. Là, je vous renverrai, il y a un petit livre de Taguieff qui s'intitule Du progrès, chez Librio, qui lui a coûté 2 €, qui explique l'histoire de l'idée de progrès, qui raconte l'histoire de ce concept de progrès. Bon, on en dira un mot tout à l'heure, le progrès est mort au moins à Verdun. Et pour le grand public, il est certainement mort à Hiroshima et à Auschwitz. Parce que là aussi, les méthodes, si vous voulez, de mise à mort massive d'êtres humains par le biais d'artefacts technologiques a fait advenir dans la conscience humaine que finalement, le progrès technique n'était pas toujours synonyme de progrès moral, ou de mieux vivre, si vous voulez. Donc l'idée de progrès est morte. C'est pas pour ça que le progressisme est mort. Il a pris une forme, on va dire, abâtardie, que Taguieff, dans un autre ouvrage, appelle le bougisme. Voilà, je pense que là, vous saurez de quoi je parle. C'est évidemment tout l'esprit de l'époque. Il faut bouger, on ne sait pas pour aller où, mais il faut y aller, quoi. Alors, l'idée de progrès a été immédiatement mise en cause, évidemment, par cette préoccupation écologique, mais pas seulement. La question aussi de la technique, et donc aussi, je vous le disais tout à l'heure, de cette métaphore de Descartes de la machine, de la machine vivante, quoi. On va sortir de ça assez tôt, et des courants minoritaires, certes, mais des courants importants tout de même, vont incarner cette opposition au culte du progrès d'une part, au projet des Lumières d'autre part, et enfin à la tyrannie de la raison. La tyrannie de la raison, pourquoi ? Parce qu'en effet, les gens très tôt vont s'apercevoir qu'on ne peut pas vivre dans un monde exclusivement peuplé d'êtres mus par leurs seuls intérêts et organisés par les sciences dures qui en plus colonisent, si vous voulez, tous les aspects de la vie, parce que nous vivons dans ce monde-là. Mais il faut vous imaginer qu'à l'époque, c'est un monde en projet. Et tout de suite, des résistances vont se faire. Le courant, évidemment, auquel on pense peut-être le plus important, c'est le romantisme. Le romantisme, mais pas seulement le romantisme allemand, le romantisme français aussi, seront des vecteurs, des véhicules d'idées hostiles à cet imaginaire des Lumières, fait que de rationalité, de progrès, de technique, de machines et d'individus uniquement mus par leur intérêt. Il y a une remise en question de cet homme fonctionnel, de cet être de calcul rationnel, pour tout dire, de cet être égoïste. Parce que si c'est peut-être une surinterprétation un peu du mot anglais self-interest, qui veut dire se préoccuper de son intérêt propre, d'accord ? Mais cette anthropologie individualiste, atomiste, qui ne fait que voir que des êtres, si vous voulez, séparés les uns des autres, pour nous c'est une réalité anthropologique très concrète, on sait ce que c'est. À l'époque, je vous le répète, ce n'est pas la pratique sociale. Ces gens-là passaient pour des sociopathes, d'accord ? Il a fallu 1 siècle et demi, 2 siècles de pratique sociale et de destruction de tout ce que la nation, enfin les nations avaient de corps intermédiaires, de filiation, de solidarité naturelle, même de solidarité strictement familiale, ou de ce que Michéa, que vous connaissez tous ici, appelle la common decency, pour que nous arrivions au point où nous en sommes aujourd'hui. Donc vous voyez bien que, et là je fais une parenthèse, que si on combat pour la question écologique, on combat aussi pour la restauration d'une société holistique, une société qui n'est pas composée d'individus isolés et égoïstes, mais au contraire, qui justement considère que le tout ne se résume pas à la somme de ses parties. Donc vous voyez aussi tout l'intérêt, je dirais, théorique, au sens de la promotion de l'idée, que peut avoir l'écologie comme vecteur politique. Alors, le romantisme, je vous disais tout à l'heure, je vous citais le nom de Rousseau, on pourrait ajouter par exemple le nom de Blake, l'anglais, Ruskin ou William Morris. William Morris, c'est un des prédécesseurs d'Orwell, c'était quelqu'un que Orwell lisait beaucoup, et qui est un des principaux précurseurs en fait de ce socialisme, comment pourrais-je dire, intuitif, que décrit très bien Michéa dans les travaux d'Orwell. Alors,
on voit bien donc au fondement donc de l'écologie, il y a cette critique moderne de la modernité, hein, qui voit dans la société plus que des aides de calcul utilitaristes. Et il y a donc dans le romantisme d'autres aspects qui sont aussi des aspects critiques de l'idéologie des Lumières et qui sont totalement congruents avec la préoccupation écologique. C'est par exemple l'expression d'une nostalgie pour la communauté authentique, reconstruite certes et idéalisée par ses auteurs, hein, mais de cette communauté qui vit en harmonie avec la nature dans un monde pré-capitaliste et pré-industriel. Bon, là je pense par exemple la nostalgie pour le Moyen-Âge d'un Walter Scott ou toute la littérature du 19e, Victor Hugo avec Notre-Dame de Paris. C'est un courant de nostalgie qui innerve tout le romantisme. Vous pouvez penser aussi aux Songes d'Ossian, à des peintres comme Friedrich, Gaspard Friedrich. Vous voyez, c'est le voyageur au-dessus des nuages. C'est un tableau très célèbre. Et on voit bien qu'il y a, à la fois dans le romantisme allemand, français, mais dans l'ensemble du romantisme, cette nostalgie pour la société, pour la communauté pré-capitaliste, pré-industrielle, même chez Balzac, hein, qui est très critique, justement, de l'anthropologie libérale, dont évidemment il dénonce qu'il dénonce dans son œuvre, enfin dans l'ensemble de la fresque, hein, de la comédie humaine, et qu'il oppose à ces deux lumières, à la lumière desquelles il écrivait, disait-il, le trône et l'autel. Alors, il y a aussi un autre aspect dans le romantisme, c'est la défense de l'intériorité. Défense de l'intériorité, en particulier dans la passion amoureuse. C'est un point très important de l'écologie, j'en dirai un mot tout à l'heure. L'écologie, c'est aussi une écologie intérieure. L'écologie de la propre flore intérieure, si vous voulez, qui est en vous. Et il faut soigner cette forêt qui croît en vous, cette forêt, si vous voulez, d'idées, d'images, de pensées. Il faut la préserver aussi des pollutions extérieures, en particulier pour les tout petits. Parce que vous aurez remarqué, et je pense que Marion a dû vous en dire un mot, qu'une des choses qui est le plus difficile à trouver aujourd'hui, c'est un enfant innocent. Donc c'est ça aussi qu'il s'agit de préserver nos âmes. J'en redirai un mot tout à l'heure. De préserver nos âmes donc de toutes les pollutions, c'est-à-dire la violence, la pornographie, la publicité, etc. Le romantisme, c'est aussi une aspiration pour un réenchantement du monde, un retour au mythe des origines, au passé, ou, autre option, mais toujours dans cette même veine de la nostalgie du monde précapitaliste, à la religion. Hein, je pense là à toutes les conversions qu'il y a eu au XIXe siècle, des gens comme, par exemple... l'auteur de Là-bas, ça va pas me revenir tout de suite, même à des gens comme Balzac qui étaient devenus des ultra-monarchistes sur le plan politique et des catholiques sourcilleux, même le premier Victor Hugo, hein, le premier Hugo était un poète ultra et catholique également. Donc vous voyez ce retour, en fait, cette nostalgie pour la monarchie, parce que les ultras, ils ont accepté bon gré mal gré la période de la Restauration, mais pour eux l'idéal monarchique c'était Saint-Louis, c'était pas Louis XV. Donc vous voyez cette nostalgie romantique et aussi un refus de la modernité et de ses nuisances. Mais autre courant parallèle au romantisme, un peu plus tard, mais qui le précède, et qui se poursuit plus tard, mais qui participe de la même logique du rejet en fait du projet des Lumières, c'est par exemple les ouvrages de Burke, qui est paradoxalement un homme de gauche en Angleterre, hein, mais qui pour nous est considéré comme un contre-révolutionnaire. Je vous le disais tout à l'heure, Le Play, Joseph de Maistre, Baudelaire, Léon Bloy ou, jusqu'à une date plus récente, Georges Bernanos. Il y a aussi d'autres courants, alors plus marqués, eux, par ce socialisme intuitif dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le courant des ludites. Les ludites, ce sont des gens alors c'est des courants qui inspirent des courants actuels, qu'on appelle néoludites, c'est les gens qui cassent des machines. Lude est un personnage mythologique, c'est un personnage fictif, si vous voulez, qui était un général qui était revendiqué sur les tracts par les ouvriers du textile qui fracassaient les machines en y jetant leurs sabots, par exemple, c'est pour ça qu'on parle de sabotage. Ils cassaient les machines parce que la machine venait détruire leurs conditions de travail. Elle venait détruire leurs conditions de travail, c'est-à-dire elle réduisait le prix de la laine à rien. Donc elle ruinait des familles de travailleurs, hein. Ce ne sont pas des rentiers, et surtout elle détruit non seulement ça, mais toute une sociabilité, c'est-à-dire tout un univers, tout un mode de vie, si vous voulez. C'est-à-dire que ces gens ont compris très tôt que la machine venait détruire leur monde.
C'est tout un tas de choses que vous retrouvez d'ailleurs paradoxalement, enfin un peu bizarrement, dans les livres de Tolkien. Il parle de ces choses. Il parle de la machine qui a détruit la comté, qui est en fait la campagne dans laquelle lui vivait, et qu'il a vu progressivement défigurée par la croissance des usines, des cheminées, des ateliers, etc. Et aussi la croissance de la misère. Parce que il faut mettre tout ça en relation évidemment avec l'exode rural, la naissance de l'école laïque publique obligatoire, qui est évidemment pas un hasard, parce qu'il fallait que pour que les gens travaillent en usine, ils sachent lire, compter et lire les consignes sur les panneaux, vous voyez, genre par exemple lire les horaires, quoi, les 3-8, qui était une conquête ouvrière extraordinaire, certes, mais bon, ça fait quand même 8 heures de travail par jour. Enfin, je sais pas si vous avez déjà fait ça, 8 heures en usine, mais bon, c'est pas exactement une conquête, hein. Sachez que dans le monde ancien, dans l'ancien régime, les paysans travaillaient un tiers de l'année, hein. Pardon, excusez-moi, travaillaient les 2 tiers de l'année. Ils avaient un tiers de l'année qui était compté en fait chômé. Donc vous avez une idée, voilà, de la manière dont on peut réduire en esclavage des êtres humains en leur parlant de progrès. Alors, ce socialisme luddite va avoir des suites. Je vous ai parlé de Maurice tout à l'heure. Il y aura évidemment Orwell, qui est un de ses continuateurs. Et tout le socialisme français, d'une certaine façon aussi, incarne cette veine. Des gens comme Simone Veil, par exemple, des gens pas l'avorteuse, hein, la philosophe. Il y en a d'autres. Je pense par exemple à tout ce socialisme dont parle Michéa, bien sûr Proudhon, l'ensemble du socialisme révolutionnaire du début du siècle, en 19, je pense à la charte d'Amiens de la CGT, par exemple. Voilà, c'est ce socialisme-là aussi qui n'était pas du tout naïf sur les impacts de la machine, de l'industrie, sur son mode de vie, même simplement sur son mode sur le salaire en fin de mois, etc. Donc ce socialisme-là a certes presque entièrement disparu des radars, mais enfin on en a quelques buts témoins auxquels on peut se référer. Alors ces valeurs, si vous voulez, on va dire pré-capitalistes, critique des Lumières, critique de l'idéologie du progrès, critique de la tyrannie de la raison, vont connaître une sorte d'éclipse. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des courants minoritaires. Au XIXe siècle, ils ont connu une sorte d'heure de gloire, d'une certaine façon, malgré le fait qu'ils ne dirigeaient pas les affaires. Ils avaient, on dira, une critique favorable, ne serait-ce que sur le plan littéraire, d'accord ? C'est eux qui dominent le siècle sur le plan littéraire, mais ils n'étaient pas aux affaires. Ceux qui étaient aux affaires, eux, poursuivaient la révolution libérale, la révolution capitaliste, raison pour laquelle nous en sommes là aujourd'hui. Mais après cette phase, si vous voulez, de presque éclipse, ces idées vont renaître avec la crise du libéralisme, du mythe du progrès, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Je vous ai dit tout à l'heure, l'idée de progrès est morte en 14-18, elle est morte à Verdun. Lorsque vous voyez toute une industrie au service de la mort, vous ne pouvez plus croire sérieusement à l'idée de progrès. C'est-à-dire que quand vous voyez que les progrès de l'industrie ne servent qu'à augmenter l'attrition des gens dans les tranchées, la société ne peut plus croire à ce système de valeurs, même si elle ne peut pas formuler cette critique. En revanche, certains auteurs vont commencer à remettre le travail sur l'établi, si vous voulez, et on va avoir l'émergence de courants critiques des Lumières, de nouveau, critiques de la société industrielle, avec en particulier les anticonformistes des années 30, les non-conformistes des années 30, le personnalisme, et ça c'est en France, et en Allemagne avec la révolution conservatrice. Alors la révolution conservatrice est une situation un peu plus ambiguë à cet égard, parce que les premiers auteurs de la révolution conservatrice, le premier Junger par exemple, vous avez peut-être entendu parler, a écrit un livre qui s'appelle Le Travailleur, Der Arbeiter, qui est un livre totalement fasciné par la machine. Et à cette époque, Junger entretient une correspondance avec Heidegger, le grand philosophe de la technique, on peut dire. Et finalement, Heidegger va gagner Junger à sa thèse critique de la technique. Un peu plus tard, juste au lendemain de la guerre, il y aura aussi une poursuite de ces travaux par les auteurs qui ont commencé dans l'entre-deux-guerres, avec des noms comme Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, qui est considéré comme le père de l'écologie française, le grand-père étant Élisée Reclus, le grand géographe anarchiste. Voilà, le grand penseur de l'écologie française, c'est Bernard Charbonneau. Son jumeau, si vous voulez, son alter ego, qui étaient tous dans les non-conformistes des années 30, c'est Jacques Ellul, qui sera aussi un grand lecteur et un grand critique de Marx. Alors, pendant ce temps-là, aux États-Unis, il y a un courant qu'on va appeler le courant de la wilderness. La wilderness, ça veut dire la nature sauvage,
avec comme figure centrale Henri David Thoreau, l'auteur de Walden ou La vie dans les bois. Bon, je m'étends pas trop, je vous le dis juste à titre indicatif. C'est intéressant parce que lui va travailler sur des notions de résistance à l'oppression, en particulier avec son livre dont j'ai pas le titre exact à l'esprit, mais qui en gros c'est l'insoumission civique, si vous voulez. C'est lui qui est l'inventeur du concept de désobéissance civile. D'une certaine façon aussi de l'autodéfense. Il encourage les militants à s'armer, enfin ses lecteurs à s'armer, à résister à l'oppression de l'État et à, par exemple, se soustraire à l'impôt pour ne pas contribuer aux guerres injustes que mène à l'époque l'État américain. Il va aussi travailler sur des notions comme la voluntary poverty, la pauvreté volontaire, qui se rapproche beaucoup de la simplicité volontaire, dont on dira un mot en deuxième partie. Mais il va aussi critiquer la société de consommation et opposer ce qu'il appelle le common sense, qui ressemble vraiment beaucoup à la common decency d'Orwell, à la raison. Il oppose donc raison et common sense. D'ailleurs, en français, on a cette dichotomie, je vous recommande de vous souvenir de ça peut-être. On peut opposer à rationnel, raisonnable. Vous voyez, voilà, ça c'est rationnel, ça c'est raisonnable. Voilà, les mathématiques sont rationnelles et ne pas faire d'excès, c'est raisonnable. Vous voyez toute la différence qu'il y a. Pourtant, c'est la même racine. Et on voit bien que ça ne désigne pas les mêmes réalités aujourd'hui et que donc, d'une certaine façon, ça nous permet de mesurer la distance qu'il y a entre ce que nous vivons et ce que nous devrions vivre. Et dernière chose qu'il a dit aussi, et qui est intéressant, un sujet qu'il a abordé, c'est qu'il parle des hommes qui sont devenus the tool of their tools. L'homme est devenu l'outil de ses outils. C'est-à-dire qu'il explique à la suite d'autres, mais c'est quand même un point important, c'est une pierre quand même qui marque dans l'histoire des idées. Si vous voulez, au monde, on a inventé les hauts fourneaux, on a annexé l'homme à la machine. C'est-à-dire qu'ici, c'était une grande région industrielle. Vous savez que quand on a inventé, si vous voulez, les grands ensembles miniers ou sidérurgiques, ce genre d'industrie, avec les techniques modernes, les techniques industrielles, on a réduit l'homme à ne devenir qu'une pièce de la machine. En 1418, je vous le disais, l'idée de progrès est morte, et l'ensemble des valeurs qui créent la cohésion, si vous voulez, des systèmes politiques en Occident entre en crise. L'individualisme libéral, donc l'anomie de l'individualisme libéral d'une part et les expériences totalitaires de l'autre, ne suffisent pas à répondre aux besoins holistiques des populations. Parce que le totalitarisme, en gros, absorbe complètement l'individu dans le groupe qu'on peut appeler État, pour tout dire, et l'anomie libérale, évidemment, d'une certaine façon, produit de la dépression. Je peux vous donner une œuvre littéraire pour essayer de fixer cette prise de conscience de cette crise de l'individualisme, du libéralisme, c'est La nausée de Sartre, qu'il a écrit avant-guerre. Avant la Deuxième Guerre mondiale. Il écrit ça entre deux guerres. Et c'est très intéressant parce que cette littérature, en fait, coïncide en même temps dans les arts avec le Bauhaus et avec ça m'échappe. Les avant-gardes, vous voyez, de l'absurde. Alors on va avoir les portraits sortis des tranchées très, très sombres, par exemple d'un Otto Dix dans la Nouvelle Objectivité allemande. On voit bien que là on est déjà dans la dépression. Et surtout, il va y avoir, le nom ne va pas me revenir, avant les surréalistes, il y a eu un autre mouvement, mais ça ne me revient pas. Pardon, le dadaïsme, merci. Le dadaïsme, qui est quand même le culte de l'absurde, d'accord ? Et là, le dadaïsme et l'absurde, au centre, comme notion centrale du dadaïsme, prouve bien qu'on est dans une très profonde crise. Ce qu'à la même époque, les non-conformistes des années 30 écrivent noir sur blanc en disant « la crise est dans l'homme ». Et donc, ils vont essayer de formuler, justement, en réponse à ces deux pôles de tension que sont les démocraties libérales d'un côté et les périls totalitaires de l'autre, une troisième voie. Une troisième voie émerge contre l'anomie individualiste libérale et le totalitarisme déshumanisant. Ça veut dire quoi ? Pardonnez-moi ? Anomie, c'est-à-dire sans règles, sans loi. Enfin, le sentiment en fait d'être sans normes. Anomie, l'absence de loi. En fait, si vous voulez, on pourrait traduire ça sur le plan psychologique en parlant de solitude. D'ailleurs, c'est ça la rançon, si vous voulez, de l'anthropologie libérale. C'est la solitude, qui est une expérience que nous avons tous, sinon connue nous-mêmes, en tout cas, on voit ça autour de nous. Et c'est évidemment une expérience extrêmement douloureuse, qui conduit à l'épidémie de suicide. Je vous épargne les chiffres.
Alors, il y a dans ce courant de la troisième voie qui émerge une méfiance à l'égard de l'État et de toutes les machines institutionnelles trop grandes. On va avoir par exemple l'affirmation du principe « small is beautiful », qui est là aussi une des lignes directrices du mouvement écologiste. C'est-à-dire que pour qu'une chose soit fonctionnelle, il faut qu'elle soit rustique, donc de petite taille. D'ailleurs, c'est les seules unités dans lesquelles il peut y avoir une authentique démocratie. Pour qu'une démocratie soit vraiment viable, il faut que ce soit des petites unités. Je vous renvoie à Rousseau, qui ne disait pas autre chose, à l'origine de la démocratie moderne. Hein ? Il va y avoir aussi promotion dans ces cercles de l'idée fédérale, de la défense des groupes sociaux et des corps intermédiaires, que ce soit des associations, les corporations, les associations professionnelles, les groupes professionnels, etc. Donc, pour me résumer, le personnalisme, le non-conformisme des années 30, la révolution conservatrice. Un livre sur ces courants en langue française pour les non-conformistes des années 30 français. Vous retrouvez ça dans l'ouvrage de synthèse de Jean-Louis Loubet-Delbail aux éditions Folio. Ça doit coûter 4 € sur Internet. Ils vont formuler aussi, ces non-conformistes et cette révolution conservatrice, un questionnement inquiet concernant la question de la technique. On en a dit un mot tout à l'heure, avec Heidegger, Junger, en Allemagne, et puis en France, des gens comme Ellul, Charbonneau, Thierry Molnier, Alexandre Marc, Denis de Rougemont, qui sont aussi des fédéralistes, des penseurs de la Fédération, Bertrand de Jouvenel, Gunther Anders, c'est un disciple d'Heidegger, qui va écrire des choses, il va écrire un livre absolument indispensable après-guerre, qui s'appelle non pas la fin des temps, mais le temps de la fin. C'est-à-dire qu'il explique qu'avec l'invention de la bombe atomique, on arrive à un moment où l'humanité peut décider de sa propre fin. Autre disciple d'Heidegger, Hans Jonas, et enfin le judéo-italo-croate Ivan Illich, qui est un des pères de la décroissance et de la simplicité volontaire, qui écrit des choses très intéressantes sur la question de l'école. Un livre, par exemple, s'appelle Deschooling Society, donc déscolariser la société. Enfin, vous voyez, ça donne des pistes qui vont, je crois, aussi dans le sens de ce qu'a pu vous dire Marion le mois dernier, pardon. Alors, maintenant, je voudrais aborder en transition le sens que pourrait prendre une écologie radicale, une écologie intégrale, une écologie humaine. Alors, pourquoi une écologie humaine ? Parce qu'il y a des courants de l'écologie qui sont biocentristes. C'est ce qu'on appelle la deep écologie. Exemple, Sea Shepherd, les bergers de la mer qui protègent les dauphins, les baleines. Voilà. Il y a également des initiatives dans ce sens aussi portées par Greenpeace, qui, là, on ne sait pas trop où ils en sont avec ça, mais souvent les militants de Greenpeace sont aussi des militants animalistes et donc ils sont plutôt biocentristes. Moi, je propose une anthropologie humaine, justement pour échapper à divers problèmes, diverses difficultés théoriques d'abord et pratiques. Je crois que nous devons nous considérer comme espèces, si vous voulez, aliénées de la nature. Nous ne participons pas de la nature comme l'ensemble des autres espèces animales. D'abord parce que nous ne sommes pas que des animaux, nous sommes plus que cela, nous sommes la seule espèce ayant une conscience. Je parle de conscience au sens où nous pouvons exprimer, transmettre, etc. Alors, je ne parle pas de langage et je ne parle pas de conscience de soi comme individu. Je pense que les animaux aussi ont une conscience d'eux-mêmes, mais je parlerai de conscience déjà aussi comme espèce et comme conscience du monde tout simplement. D'accord ? Qu'est-ce que c'est la Terre sans nous ? C'est un monde de silence. Alors ça peut être très sympathique. Moi j'adore la nature sauvage. Je trouve qu'en France on en voit finalement assez peu. Dire de la vraie wilderness, on en a finalement assez peu en France. Là je pense aux forêts primaires de Suède, au désert de Californie, vous voyez, ce genre de choses, ou la haute mer. C'est des choses qui moi me parlent énormément. Mais en même temps, je ne peux pas me départir du fait que, c'est-à-dire ce sera la condition de notre succès, quand on parlera de questions environnementales, on ne peut pas se désintéresser du sort des petits hommes. On ne peut pas s'en désintéresser et dire, comme les mémés à chiens, vraiment, il n'y a que toi qui me comprends mon kiki, quoi. Vous voyez, on est là aussi au service de nos compatriotes, surtout les plus humbles. Donc d'abord une écologie humaine. Je suis tout à fait disposé, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, à en discuter avec vous, mais je crois que c'est un point important de réaffirmer que cette écologie doit être humaine. Ça ne veut pas dire qu'elle est anthropocentrique. C'est-à-dire que, si vous voulez, nous sommes une espèce en haut de la pyramide en termes de dignité, si vous voulez. Si je dois choisir entre sauver un bébé phoque et un bébé enfant, enfin un bébé humain, un petit homme, je choisirais toujours le bébé d'homme. Maintenant, les choses se posent très rarement vous voyez, on est très rarement dans cette configuration. Il y a rarement, vous voyez, une maison qui va s'effondrer sur bébé et phoque. Et bon. Donc, en général, le problème se résout comme ça. Et puis, d'autre part, encore une fois, si nous sommes au sommet de la hiérarchie des espèces, si nous sommes la seule espèce aussi à être en mesure de détruire notre planète, nous sommes aussi la seule en mesure de la protéger.
et de lui faire, de réparer une partie du mal que nous lui avons fait. Ensuite, le premier métier de l'homme dans l'écriture, c'est jardinier. Et c'est finalement une assez belle vocation que de savoir que nous sommes appelés à nous, comme on dit l'écriture, croître et multiplier. Ça c'est vrai, c'est dans l'écriture, mais il est aussi écrit dans l'écriture que nous sommes les gardiens, nous sommes les jardiniers de ce monde. Donc écologie humaine, écologie radicale. Pourquoi radicale ? Parce que radical c'est la racine. Radical, alors je sais que c'est plus très à la mode, on lutte contre la radicalisation. Moi je vous encourage, comme mon camarade Gauthier Besse, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle Radicalisez-vous, à vous radicaliser. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, justement, aller toujours chercher la racine des problèmes. Pas traiter les conséquences, toujours chercher les causes. Et traiter les causes avant les conséquences. Alors évidemment, s'il y a une fuite chez vous, vous pouvez commencer par éponger. On peut faire ça. Mais le mieux, je vous recommande de couper l'eau. Voilà. On coupe l'eau, après on épongera. Donc toujours traiter les causes avant les conséquences. Donc c'est en ce sens que nous sommes des radicaux, que nous cherchons la racine des choses. Ensuite, radical en un autre sens, parce que oui, la racine, c'est pas que la racine des problèmes. La racine, c'est aussi ce qui est caché aux yeux, mais qui est finalement la substantifique moelle, d'une certaine façon, des choses. Et en ce sens aussi, nous devons être radicaux, c'est-à-dire, nous devons avoir des racines profondes. Et puis, radicaux aussi dans le sens de l'enracinement. Parce que pour lutter contre le mondialisme, pour lutter contre toutes les idéologies déracinantes, Simone Veil dit dans son très beau livre L'enracinement, tout ce qui est déraciné déracine. Donc, avant de commencer à réenraciner les autres, commençons par nous enraciner nous-mêmes. Il y a bien des manières de s'enraciner. On peut s'enraciner dans son terroir, dans sa paroisse, dans sa famille, dans sa région, dans sa commune déjà, dans son travail. Et aussi pousser les racines dans le ciel, avoir une pratique spirituelle, avoir une pratique religieuse de préférence, avoir une pratique catholique je préférerais, pour le bien de votre âme, c'est une solution aussi. Si vraiment vous êtes mahométan, que vous avez peur du couteau des égorgeurs, ne changez rien, mais ayez une vie religieuse. Non, je plaisante, mais vraiment c'est un point important. Quelle que soit votre option religieuse, enracinez-vous dans le ciel aussi. Alors, humaine, radicale, intégrale. Alors oui, radical, dernier mot, ça veut dire aussi, vous avez peut-être compris que les options réformistes, on veut bien toutes les examiner parce que par tout moyen, même légaux, comme disait Maurras, donc si on peut obtenir des bonnes choses d'un ministre, fût-il un opportuniste comme il s'appelle, monsieur TF1, là, Nicolas Hulot, c'est une très bonne nouvelle. Mais quand même, privilégier les solutions radicales au sens de la profondeur de la transformation. Ne pas rester à la surface de la transformation. Ensuite, intégrale. Alors ça, c'est un mot que nous, on utilisait, militants politiques de l'écologie radicale et intégrale, avant le magistère romain. Je suis très content qu'il ait été repris par le magistère romain, même si, je dois dire, le dernier document traitant d'écologie, je crois que ça s'appelle... Laïdette aussi, merci. C'est franchement pas très radical. Bon, on peut là aussi en débattre au moment du café. Alors, après... qu'est-ce que c'est pour nous cette écologie ? Elle doit passer d'abord par la défense de la nature et de l'environnement. Donc on va dire au global, c'est-à-dire contre les pollutions type Prestige qui s'était échoué sur les côtes espagnoles et françaises, qui avaient pollué gravement l'environnement. Donc lutter contre toutes ces pollutions-là qui portent des atteintes, je dirais, immédiates à la nature, prise comme, si vous voulez, comme milieu, quoi. Ensuite, la question agricole. Et ça doit être absolument au centre de notre action, de notre réflexion et de notre action politique. Alors, il n'y a plus beaucoup de paysans, donc aujourd'hui, en termes numériques, sur le plan électoral, c'est rien. Ça représente moins de 3%, je crois, maintenant, les agriculteurs. Mais, en dehors de l'agriculture, à proprement parler, il y a quand même la ruralité. Et là, ça fait beaucoup plus de monde. Et là, si je me réfère à ce que dit Guy, lui, ça fait même une majorité de Français. Donc, la ruralité doit être au cœur de notre travail, de notre préoccupation et de notre action politique. La question de l'agriculture et de la ruralité plus globalement. Et l'agriculture au centre, au cœur de cette action. Pourquoi ? Parce que l'agriculture est la condition d'une de nos souverainetés, la souveraineté alimentaire. Ensuite, elle est la condition de la qualité de vie des populations, parce qu'elle est au cœur même de la santé humaine. Donc l'agriculture, c'est vraiment l'axe de travail central pour nous. Et pourquoi ? Je disais tout à l'heure humaine, pour ça aussi. Parce que là, nous avons des moyens de levier sur la question écologique
en nous préoccupant d'une activité humaine, la question de l'agriculture, qui, je le dis en passant, est une des principales responsables de la pollution des eaux, la pollution des sols, de la destruction des abeilles, etc. Donc, au cœur de la question agricole, je mettrai la nourriture. Et ça, c'est là qu'on va basculer entre la sphère politique et la sphère privée. Et là, votre santé de militants, je dirais vous, vos familles, la question de la nourriture, ça doit être au cœur de nos préoccupations. Parce que c'est le lien entre la ville et la campagne. C'est le lien entre le monde agricole et l'ensemble du reste de la nation. C'est le lien entre nous tous lorsque nous sommes à table. C'est le lien que vous entretenez avec votre famille, vos collègues, etc. Donc la nourriture doit aussi, là, je ne veux pas rentrer dans des détails trop pointus maintenant, mais la nourriture, vous voyez, donc si je dis la nature, l'agriculture, l'alimentation. Et si on va plus avant, le corps, une écologie de vos corps. La question de l'avortement est posée immédiatement. Si on sauve les bébés phoques et les bébés dauphins, ce contre quoi je n'ai rien, combien plus on doit sauver les bébés d'hommes ? D'ailleurs, je le dis en passant, par exemple, les pilules abortives, ce qu'on appelle aimablement pilules du lendemain, sont extrêmement toxiques pour la santé des femmes. Extrêmement toxiques pour la santé des femmes. On ne leur dit pas quand elles l'apprennent. On leur dit, ouais, faut pas trop en prendre, faire attention, etc. Mais on ne leur dit pas que peut-être ça va les rendre stériles, ou ça va déclencher chez elles une endométriose, qui est une maladie qui touche à peu près une femme sur 10 et qui, au stade 4, rend totalement stérile. À ce qui paraît, les tampax c'était très nocif aussi. Absolument. Absolument. Je vais en dire un mot, mais merci de me faire la remarque. Absolument. Il y a tous ces problèmes-là. Il y a la question des produits. Alors, pardonnez-moi, c'est un peu intime, mais les questions d'hygiène féminine, c'est un énorme problème. C'est un immense dossier de santé publique. Ce qu'on appelle les chocs anaphylactiques, je crois, si je dis pas de bêtises, un choc anaphylactique dû à ces produits. Il y a des solutions écologique, hygiénique, naturel, économique. D'ailleurs, je vais vous dire un truc tout de suite. L'activité professionnelle de ma femme, c'est de faire du conseil antitoxique. Et elle fait ça, entre autres, sur ces questions-là. Et c'est marrant. Quand c'est écologique, c'est toujours moins cher. Quand c'est écologique, c'est toujours moins cher. Alors, le truc, le bio, c'est plus cher. Ça, c'est faux. Voilà. Si vous avez des questions, on abordera le sujet très pratique là-dessus. Mais sur les questions strictement de l'écologie des corps, mesdames, mesdemoiselles, préoccupez-vous-en un peu, renseignez-vous, parlez-en aux copines, etc. C'est un vrai enjeu. Après, il y a d'autres pollutions des corps. Moi, je suis un fumeur. J'en fais pas la publicité. Je ne souhaite à personne de faire ça. C'est une vraie dépendance. Mais c'est un plaisir. C'est mon plaisir. Et je vous le dis tout de suite, la question de la cigarette, alors c'est très grave parce que dès que vous avez une pathologie, la cigarette aggrave toutes les pathologies humaines. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. On vous parle toujours de ça sur la toxicité et personne ne vous parle des perturbateurs endocriniens, des cancérigènes, des allergènes, des irritants qu'il y a dans absolument tous les produits de consommation courante. Voilà, alors écologie des corps, c'est aussi éviter les excès. Donc déjà éviter de gérer les trucs qui sont en excès de base, c'est-à-dire les produits manufacturés, industriels, l'alimentation industrielle, c'est-à-dire tous les produits préparés, les surgelés, les barquettes, tout ça. Il y a trop de sucre, trop de sel, trop de gras. Donc ça, il faut, là aussi, veiller à ce que vous ingérez. Donc écologie des corps, c'est donc d'abord une écologie de l'alimentation. Éviter les excès d'alcool, bannir absolument l'usage des drogues. Parce que je connais à Paris des gens, enfin c'est pas des amis, mais des gens que je croise, dont je sais qu'ils ont des pratiques, parfois un peu des compos d'ailleurs, genre végan, etc., qui s'enfilent de la poudre dans les narines. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Donc déjà, toute pratique de drogue doit être absolument bannie. Alors l'usage de l'alcool, évidemment, c'est pas à Lille que voilà. Ce que vous voulez que je dise. Je vis en Bretagne. Enfin, vous me direz un peu dans tous les coins de France. Donc, mais là aussi, avec voilà, comme c'est écrit sur l'étiquette, avec modération. Et puis alors, il y a une autre écologie en dehors de l'écologie du corps. Je vous en ai dit un mot tout à l'heure. C'est l'écologie de l'âme. Donc la première mesure à prendre, c'est vous débarrasser de votre télévision. Si vous en avez encore une. Il faut vous débarrasser de votre télévision, il faut la casser et en faire une cage à chatons. Alors, si vous avez un écran chez vous, j'ai rien contre le fait que vous ayez des écrans pour regarder des DVD en famille. Mais la consommation quotidienne, même hebdomadaire de télévision, même sur votre laptop dans votre lit, c'est non. Il faut arrêter la télé. Même les émissions où il y a Éric Zemmour et Nolo et je sais pas qui. Il faut arrêter la télé. Vraiment. Et s'il y a Hanouna, évidemment, là, il faut consulter de toute urgence. Alors, pourquoi ? Parce que la télévision est une véritable bouche d'égout qui débouche dans votre salon.
où il n'y a... Alors déjà, votre imaginaire est formaté par eux. Ne croyez pas, ces gens-là sont des professionnels. Ils ont pris comme manuel de travail le livre de Tchakotin qui s'appelle Masse-temps, qui maintenant s'appelle Le viol des masses par la propagande politique. C'est un livre qui doit faire 400 pages, vous trouvez ça chez Tel Gallimard. Il y a toutes les recettes. Lui, c'est un disciple de Pavlov. Vous voyez, donc c'est de la neurobiologie appliquée au commerce. Hein. Donc ne croyez pas que vous êtes plus fort que la télé. Ils organisent, ils reformatent votre imaginaire. Donc ça, il faut absolument s'en libérer. Donc la publicité, mais pas seulement la télévision, toutes les publicités, il faut que ce soit un axe de combat pour nous, et c'est hyper transsubjectif. Tout le monde est d'accord pour combattre la publicité, je veux dire. Personne n'aime avoir d'horribles panneaux publicitaires sur le bord des routes qui défigurent nos paysages. Donc là, vous pouvez tout de suite commencer à vous engager très, très discrètement, pas besoin de faire de la publicité autour de ces initiatives, dans les associations de sauvegarde des paysages et de déboulonneurs de panneaux publicitaires, etc. Ça, nous, on le fait un peu dans le métro parisien. Voilà. Ça peut être, par exemple, je n'encourage personne à commettre des actes illégaux, mais poser aussi un chewing-gum sur une caméra de vidéosurveillance, ou éventuellement ne pas contribuer à la destruction des écrans de publicité, presque, vous savez, les grands smartphones qu'ils ont mis dans les transports publics et dans les gares maintenant. Bah ça, il faut surtout pas y toucher. Il faut pas s'en approcher parce que c'est plein de pubs. Il y a aussi la violence. Les spectacles violents, ça c'est contraire à l'écologie de votre âme. Il faut vous préserver des spectacles violents. Alors je sais, un petit film d'horreur de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc ne voyez pas là c'est pas des interdits que je veux multiplier. Je vous dis juste que vous devez savoir ce que vous faites quand vous faites ça. Et sujet suivant après la violence, parce que c'est connexe, la pornographie. La pornographie, c'est une pollution de l'âme. Et donc il faut commencer, là aussi, par là. Par se mettre en cohérence avec tout ça. Voilà, préservez votre vie intérieure. Vraiment, je vous en conjure, vous serez de meilleurs militants si vous arrivez à commencer, je dirais, ce travail sur vous-même. Parce que avant de changer le monde, il faut qu'on commence déjà par se changer soi-même. Nous sommes notre premier ennemi, hein, n'oubliez pas. Alors, cela m'amène aussi à une autre remarque, c'est la primauté du spirituel. J'en ai dit un mot tout à l'heure, mais sans parler uniquement de religion ou de prière, de méditation. Il faut comprendre que les activités supérieures de l'être humain, c'est les activités de l'esprit. C'est d'ailleurs, et je vous remercie de votre présence, c'est pour ça que nous sommes là. Et donc il faut privilégier les activités supérieures. Ça participe de cette écologie. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est comme utiliser une terre pour produire du gazole, c'est idiot. Utiliser de la terre agricole pour produire des comment ils appellent ça, agrocarburants, c'est une sottise. Eh bien, utiliser votre temps et votre cerveau à autre chose que des activités supérieures, je veux dire, une fois dégagé des nécessités de la vie quotidienne, c'est idiot. Comme disait un de mes amis, un homme qui ne s'occupe pas de lui une demi-journée par jour est un esclave. Donc il faut prendre soin de vous, vous êtes précieux. Même si vous n'êtes pas de petits flocons précieux, vous êtes quand même précieux au sens où vous êtes de la matière noble. Les militants politiques sont peu nombreux. Et donc votre temps est précieux. Pour vous-même d'abord et pour la cause. Donc prenez soin de la qualité du temps que vous passez. Essayez d'augmenter la qualité de temps. Et ça commence par ne plus avoir de télévision. Je vous donne l'exemple de ma compagne qui vivait chez ses parents avant d'emménager avec moi et qui était totalement accro à la télé. On a mis 6 semaines, ça a été dur. J'étais obligé de l'attacher, tout ça. Mais elle a passé 6 semaines de désintox. Mais ensuite, elle en parle très volontiers. On a vu augmenter la qualité de notre relation, je veux dire, de tous les jours. C'est-à-dire, on est à table. Déjà, on ne peut pas dîner avec la télé allumée, c'est pas possible. Donc, la qualité interpersonnelle, la qualité même du temps que nous passions ensemble. Et surtout, on a démultiplié nos activités. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui passent 6 heures par semaine devant la télévision? Non, c'est par jour, je crois. Par jour. Oh, mais moi, j'aurais pas. Mais vous vous rendez compte, 6 heures par jour. Mais on n'aurait pas le temps de faire la moitié de ce qu'on fait. Donc vraiment, de grâce, prenez cette décision pour ceux qui l'ont pas encore fait. Alors, je vous le disais à l'instant, il faut lutter contre toutes les pollutions. Pollution de notre environnement, pollution de notre terre agricole, pollution de notre alimentation, pollution de nos corps, pollution de nos âmes. C'est comme des poupées russes, hein. Commençons par la plus petite poupée, et après on peut avancer. Voilà. Alors, Georges Bernanos disait, je vous parlais à l'instant aussi de la primauté du spirituel, Georges Bernanos disait que la vie moderne est une conspiration contre toute forme de vie intérieure. Donc vous voyez, là c'est complètement conséquent. Là on est en cohérence, c'est-à-dire qu'en gros il y a 2 camps. Maintenant c'est clair, il n'y a que 2 camps. Il y a nous et eux.
Et donc, il faut savoir maintenant, si vous voulez, sous quelle bannière on veut s'enrôler. Moi, je pense que il y a une énorme aspiration dans la population française à ce que ce genre de principe soit mis en œuvre politiquement. Parce qu'ils ne veulent pas se poser des questions quand ils ouvrent un petit pot pour bébé, savoir s'il y a des polluants et si éventuellement ils ne sont pas en train d'intoxiquer leurs enfants. Les Français ne veulent pas se demander si quand ils vont chez le médecin pour vacciner leurs enfants, leur enfant ne va pas devenir autiste. Je vais vous donner simplement un chiffre pour que vous compreniez avant qu'on passe à la partie tout à fait pratique. Donc là, je cite le livre c'est la rédaction de France 2 qui réalise, vous savez, Cache Investigation. Ils ont réalisé une enquête, et ce livre à la suite de cette enquête sur la toxicité en France. Ils donnent quelque part ici les chiffres de la progression des troubles du spectre autistique aux États-Unis. En 2001, on était à 1 enfant sur 250. En 2012, on était à 1 sur 88. Et en 2014, on était à 1 sur 68. Je vous montre juste le schéma pour vous voyez. Si vous êtes au fond, vous ne voyez pas. Mais ici, vous voyez, vous avez 1 cas sur 128. Là, vous avez 1 cas sur 88. Et là, vous avez 1 cas sur 68. Et les courbes ne cessent de descendre. C'est-à-dire qu'on va bientôt arriver à 1 sur 2, quoi. Non, mais si on continue comme ça, c'est pas impossible. Donc, évidemment, on ne peut pas mettre ça uniquement sur le compte des vaccinations, même si je vous le dis à toutes fins utiles. Dans les vaccins, pas dans tous, mais dans beaucoup de vaccins, il y a du mercure. Pourquoi ? Est-ce qu'il sert à la solution qui produit la santé de l'enfant ? Pas du tout. C'est uniquement des conservateurs. C'est un cas. Alors ici, dans cette enquête, il parle de beaucoup de choses. Il parle de la question agricole, il parle de l'eau aussi. Il faut savoir que les 22 régions françaises sont totalement polluées à l'atrazine, qui est le produit de la dégradation du Roundup. Et voilà, les 22 régions sont polluées. Alors il y avait aussi, jadis, Élise Lucet, je crois, elle était encore sur France 3 à l'époque, elle avait fait un documentaire sur la pollution des régions françaises comment on pourrait appeler ça, aux déchets de l'industrie nucléaire. Bon, les 22 régions sont polluées. Je ne sais pas comment ils ont fait pour polluer jusque dans les provinces outre-marines, mais c'est le cas. Parce qu'ils utilisent, pour vous donner un exemple, ils utilisent ce qu'on appelle les boues rouges, donc ils appellent ça du stérile, je crois. Ce sont les restes, si vous voulez, de l'extraction du minerai. Ils s'en sont servis pour faire du ballast, pour couler les routes dessus, si vous voulez. Donc en gros, pas toutes, mais beaucoup de routes sont avec du ballast fait avec des stériles, donc de produits radioactifs. Et il leur arrive aussi de construire des communes, de reconstruire des lotissements, par exemple sur des anciennes mines, d'anciens lieux d'exploitation ou de retraitement de déchets nucléaires. Ils demandent aussi à certaines communes de leur louer du terrain pour enfouir les déchets. Les habitants ne sont pas toujours informés de ce genre de décision, parce que la commune est, hyper endettée. Voilà, c'est des choses qui nous environnent partout. Après, en Ile-de-France, on a plusieurs sites qui sont marqués pollution au radium, etc. Par exemple, tout autour du laboratoire de Marie Curie, par exemple, c'est une zone totalement infestée. Voilà, c'est des choses qui sont presque universellement présentes. Pour vous donner d'autres cas dans d'autres régions, ça peut être, par exemple, dans le Bordelais. Imaginez donc les intrants phytosanitaires, c'est 3%. La vigne en France, c'est 3% des surfaces agricoles utiles. Elles reçoivent 20% des intrants phytosanitaires. Pourquoi ? Parce que le vin n'est pas un produit agricole, c'est un produit financier. Et donc pour garantir les revenus sur le vin, on traite, non pas parce qu'il y a un besoin, mais parce qu'il faut garantir le revenu. Donc ils traitent jusqu'à 15 fois, par exemple, dans certains coins. Dans le Médoc, je crois que c'est dans le Haut-Médoc, il y a eu des cas de maîtresses qui s'évanouissaient, les enfants qui étaient emmenés à l'hôpital en urgence pour des problèmes respiratoires parce que les paysans traitaient la vigne aux heures de classe, quoi. Alors vous vous dites, moi je suis dans le Haut-Médoc, mes enfants sont à la campagne, on est préservé. Non, les campagnes sont aujourd'hui des milieux plus artificialisés que les villes. Il y a tous les problèmes dont j'ai juste effleuré la question tout à l'heure, des perturbateurs endocriniens. Alors ça, il y en a absolument dans tout, parce qu'il faut savoir que dans l'industrie utilise aujourd'hui à peu près 300 000 particules chimiques différentes. Et on en invente, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais on en invente plusieurs milliers par jour. Donc en fait, l'environnement est entièrement saturé. Pour vous donner un exemple, ce meuble, par exemple, il doit y avoir des cols dedans, et ce meuble va émettre des cols pendant 20 ans. Si vous mettez de la moquette chez vous, il est possible qu'il y ait aussi des cols
sous les revêtements, que ce soit d'ailleurs des moquettes ou des parquets flottants, enfin, dans l'ameublement. Dans les vêtements, maintenant il y a toutes sortes de microparticules. Dans les biberons, il y avait jadis le bisphénol A, mais fort heureusement il a été interdit. Mais ce qu'on a oublié de vous dire, c'est qu'après le bisphénol A, il y a bisphénol B, C, D, etc. Si vous laissez une bouteille d'eau, par exemple, au soleil et que vous buvez de cette eau, elle est bourrée de microparticules de plastique qui font baisser, entre autres, la fertilité masculine. Alors fort heureusement, la fertilité masculine, c'est un énorme problème, mais c'est moins, on peut traiter presque immédiatement. Tandis que la fertilité féminine, c'est un problème beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Parce que les cellules, les gamètes, si vous voulez, féminines, sont produites dans le corps d'une petite fille, dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire que si la mère est exposée à des pollutions, par exemple, perturbations endocriniennes, il est possible que ce soit la petite fille qui développe une stérilité ou une autre maladie type endométriose, ou les 1000 maladies qu'on n'a pas encore nommées, mais qu'on appelle globalement maladies d'utilisation, et qui sont répertoriées ici là, par cet auteur-là, André Cicolella. Donc ça, c'est aux éditions Point. Donc le titre de cet ouvrage, c'est « Toxic Planet, les scandales invisibles des maladies chroniques ». Alors, on a quelques exemples. Les maladies chroniques, c'est les maladies cardiovasculaires, les insuffisances respiratoires, les cancers, le diabète, la maladie de Lyme, la maladie d'Alzheimer. Alors, il y a tout un tas de maladies, si vous voulez, qui manifestent des symptômes différents. Par exemple, Alzheimer, c'est pas un diabète, mais en fait, elles ont des causes communes. C'est une autre partie de la machine, entre guillemets, de l'organisme qui va se dérégler, alors qu'en réalité, ce sont les mêmes causes. Ces causes, ce sont justement les substances toxiques, les substances chimiques. Il faut que vous. Alors, il y a le livre de Nicolino là qui a été mis dans l'espace presse, sur la table de presse. Ça, c'est vraiment, si vous voulez, approfondir le sujet et essayer d'avoir une vision un peu plus précise de ce qui vous environne, je veux dire, vous et vos familles, c'est ça qu'il faut lire. Parce que il y en a absolument partout. Partout. Alors, plus plus vous êtes environné de produits issus de l'industrie, et plus vous êtes exposé. Alors, imaginez, par exemple, on va prendre une dame, une jeune femme qui se lève le matin. Elle se lève, elle met ses lentilles de contact. Elle a mis ça dans un produit. Ensuite, elle va pour prendre sa douche. Donc là, elle expose son corps à différents... Bon, maintenant, il n'y a plus de parabènes, mais les formules de remplacement sont pas mieux. Donc, des produits toxiques, ça peut être d'irritant à cancérigène. Ça dépend du produit. Mais comme les gens ne peuvent pas lire une étiquette, personne ne sait lire une étiquette... on peut la lire, bien sûr. C'est obligatoire d'inscrire sur les produits industriels, donc on est informé. Mais vous ne savez pas quoi faire de cette information. Donc là, vous vous exposez une première fois, lors de l'hygiène corporelle. Ensuite, cette jeune femme, par exemple, va se maquiller. Et là aussi, elle remet encore une exposition. Et ensuite, elle va consommer un produit issu de l'agro-industrie, par exemple. Là, encore. Donc, et encore. Vous voyez ? Et elle va enfiler ses vêtements ensuite. Et là, encore une exposition. Et puis, par exemple, elle a commandé un canapé qui a été fabriqué en Chine et qui lui-même a été traité X ou Y fois à tel ou tel traitement anti-fongique, antibactérien, anti-parasite, que sais-je, etc. Donc, vous voyez, l'exposition, en fait, est démultipliée. C'est la raison pour laquelle les maladies, aussi, sont en croissance exponentielle. Pour ceux qui ne sont pas trop lecture, je vous recommande le visionnage d'un film qui s'appelle « Nos enfants nous accuseront ». Je crois qu'on trouve ça assez facilement sur le net. Et là, vous verrez à quoi sont exposés les enfants, par exemple, simplement en allant à la cantine, en mangeant du pain, en ouvrant une boîte de lentilles. Le thon, les métaux lourds, la liste serait trop longue, si vous voulez. Donc, on prend conscience de ça, on voit les courbes, on voit les cas d'autisme croître, on voit toutes ces maladies de civilisation mais exploser. On a des jeunes filles maintenant, des filles d'agriculteurs par exemple, qui viennent dans des services spécialisés. C'est ce que raconte ce livre, entre autres, de Marine Jobert et François Villerette. Alors François Villerette, c'est l'animateur de l'association Génération Future. C'est avec Nicolino le meilleur spécialiste français de ces questions. Ce sont deux militants. Alors ils sont plutôt lui par exemple a collaboré au Grenelle de l'environnement en 2017, mais ils sont quand même assez sérieux, ils sont assez radicaux, même si encore une fois ils ne s'interdisent pas de tenter des initiatives, on va dire réformistes, parce que le temps presse.
Voilà, dans ce livre, il raconte, par exemple, comment il en est venu à s'intéresser à la question avec des jeunes filles qui sont même pas à la puberté, qui ont 10 ans et qui ont des poitrines de femmes. Alors comment expliquer cette épidémie de poitrine chez les fillettes ? Ou comment expliquer, par exemple, aussi les épidémies de cancer chez les maraîchers, par exemple ? Eh bien, tout simplement parce que, encore une fois, surtout les agriculteurs, surtout le monde rural, mais nous aussi, parce que nous mangeons la même chose, nous sommes exposés régulièrement. Par exemple, si vous mangez une pomme après le déjeuner, les pommes c'est un des fruits les plus traités, par exemple. Je crois qu'il y a jusqu'à 30 traitements de pommes sur une pomme. Alors, on peut peler sa pomme, mais sauf que le problème, c'est que les produits rentrent dans la chair. Et puis, tout est dans la peau, en plus. Tous les apports sont dans la peau. Alors, comment faire ? Alors là, c'est horrible, on a une montagne comme ça. On va pas changer le monde, même si on s'y mettait tous ensemble là ce soir, on va pas y arriver. Donc, comment faire ? Alors moi, ce que je vous propose de faire, c'est prendre quelques mesures. Alors il y a un problème que je n'ai pas encore traité, donc là j'ai pas de solution. Je vous encourage à regarder vous-même de ce côté-là, mais c'est un sujet absolument central, c'est la question de l'eau. Pour les petits, moi je recommande de boire de la Moroku, qui est une des meilleures eaux disponibles sur le marché. Elle est très chère, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour les enfants en bas âge, en croissance. Évitez la vaccination des tout-petits trop tôt. Si vous vaccinez, alors il faut faire des vaccins, certains vaccins. Moi, je ne suis pas médecin. Je vous dis juste, abordez ce sujet avec le plus grand sérieux et n'injectez pas n'importe quoi dans les enfants. Faites ça vraiment, prenez ça avec beaucoup de sérieux, sans rentrer trop sans trop personnaliser la chose. Moi, j'ai un de mes gamins qui a un trouble autistique suite à un vaccin. Donc voilà, je vous dis, c'est une chose, il faut prendre avec beaucoup de sérieux. Alors ensuite, la question de l'eau, moi, je l'ai pas réglée. Mais il y a des choses qui existent. Revitaliser l'eau, revivifier l'eau, enfin il y a plusieurs écoles, plusieurs choses. Éviter aussi les arnaques. Il y a beaucoup d'arnaques sur le sujet de l'eau, mais des solutions existent. Alors ensuite, il faut tout passer en bio. Alors quand je dis bio, je vais pas être en mode radical, parfaitement conséquent sur le plan, on va dire, socio-économique et politique, parce qu'on n'en a pas forcément tous les moyens. Je vais donner des solutions à l'usage de tous. Même du bio de supermarché, même s'il y a de l'arnaque dans le bio, on le sait, il y a du bio qui est étiqueté bio, qui est pas bio, il y a des mecs qui sont labellisés mais qui en fait ont quand même un petit peu traité, qui ont un petit peu trop d'OG. Bon, ok. Il n'y a pas assez de contrôle qu'il faudrait par rapport au cahier des charges tel que défini par le label AB ou le label bio européen. C'est quand même mieux. On prend moins de risques à tout passer en bio. Alors quand je dis tout passer en bio, c'est quoi ? C'est pas les petits gâteaux à la noisette en haut de l'étagère qui coûtent 8,50€ le kilo. Non, c'est, les 100 grammes. Non, c'est toutes les bases. Les œufs. Alors le lait, il faut éviter d'en consommer trop parce que c'est bourré d'antibiotiques déjà. Et c'est pas fait pour la consommation humaine. Préférez les aliments vivants. Le fromage. Préférez les fromages. Mais même si vous cuisinez, vous pouvez évidemment cuisiner avec du lait. Cuisinez au lait bio. Les œufs, le pain, le beurre, toutes les basiques en bio. Les huiles en bio. Les huiles essentielles en bio. Pourquoi ? Une huile essentielle, c'est un concentré. Si vous voulez vous protéger des moustiques et que vous mettez une huile essentielle de citronnelle qui a été traitée à je sais pas quoi, imaginez la concentration qu'il y a dans une huile essentielle. Donc les huiles essentielles en bio. Tous les basiques. Ensuite, il faut tout passer en intégral. Le chancelier Bismarck disait en 1871 faites manger aux Français du pain blanc pendant une génération et je gagnerai la guerre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien dans nos aliments. Vous savez qu'aujourd'hui, pour l'équivalent d'une pêche du début du siècle et d'une pêche aujourd'hui, ces gens faudrait manger 40 pêches pour l'équivalent des 5 fruits et légumes par jour que vous demande le ministère de la Santé. Donc, on ne va pas manger 40 pêches. Donc, tout passer en intégral. Tout passer en bio, les fruits, les légumes. Intégral, c'est quoi ? C'est les farines, le riz, les pâtes. Donc vous en ressentirez une énorme différence, même sur le plan de votre santé, si vous voulez. Donc ça, c'est très important. En bio, en intégral, pour, on va dire, tous les basiques. Ensuite, il faut, dans la mesure du possible, cuisiner. Il faut cuisiner. Alors c'est un moment familial et quelque part donc politique.
Il faut, dans la mesure du possible, tout faire soi-même. Alors là, c'est pas possible pour tous, tout un chacun d'entre vous, parce que c'est les savoir-faire. Moi, je vous donne un exemple, je ne fais pas ma lessive moi-même, je ne sais pas la faire. Mais ça existe. Ça, c'est le deuxième grand principe dans l'ordre pratique, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on peut intituler autonomie. Il faut accroître votre niveau d'autonomie. Et vous allez gagner de l'argent. Enfin, vous allez en économiser, en tout cas. C'est la première manière de gagner de l'argent, c'est d'en dépenser moins. Donc, passez tout ce qu'il est possible de faire en autonomie, c'est-à-dire ce qu'on appelle le DIY, do it yourself. Je vous donne un exemple. Vous vous brossez les dents avec des trucs qu'est-ce qu'ils mettent dedans ? De l'aluminium, non ? Du fluor, merci. Excusez-moi, ça fait tellement longtemps que j'en ai plus. Du fluor. Le fluor, c'est un dégradé d'aluminium. En fait, c'est un déchet d'aluminium. Comme ils ne savaient pas quoi en faire, ils ont été voir Donald Rumsfeld et ils lui ont dit, Donald, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça ? Il a dit, vas-y, on va le mettre dans l'eau. On va en mettre dans l'eau et on va en mettre dans les dentifrices. Je crois que ça a un effet, en effet, sur la santé bucco-dentaire. Je crois. Mais ça a aussi un impact sur votre santé neurologique. Donc il faut éviter... en fait, votre dentifrice n'est pas un dentifrice. Dans un dentifrice, normalement, il faut de l'argile, des plantes ou une huile essentielle et du sel blanc, voilà. Donc vous pouvez faire par exemple ça, commencer par là. Il faut changer, il faut arrêter les déos à l'aluminium. Ça, c'est ultra toxique. Ok, il faut arrêter de manger dans de l'alu. Il faut arrêter de boire des canettes en alu. L'alu, Alzheimer. Alu, Alzheimer. Il faut éviter de manger des viandes dont vous ne connaissez pas vraiment l'origine. D'abord, parce que je vous rappelle qu'il y a eu la maladie de Creutzfeldt-Jakob il y a à peine une quinzaine d'années, tout le monde a oublié. Hein. Et d'autre part, parce que la consommation de viande excessive, c'est mauvais pour la santé. Vous mangez de la nourriture morte, vous mangez de l'animal mort. Je ne suis pas végan, je ne vous recommande pas de l'être. Je vous dis pas ça pour des questions idéologiques, je vous dis ça uniquement sur les questions de santé humaine. Il faut limiter la viande, et c'est là que vous allez trouver la marge de budget qui vous manque pour faire passer tout le reste en bio. Parce que oui, ça coûte plus cher. Mais si vous mangez moins de viande, par contre, vous allez au resto, faites-vous une bonne viande, il n'y a pas de problème. Quand vous allez au resto, vous faites une bonne viande, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il va falloir chercher un poste budgétaire pour tout faire passer en bio. Il faut réduire la quantité de viande. Ensuite, je vous ai dit, autonomie do it yourself, il y a énormément de choses qu'on pourrait aborder sur le plan pratique. La lessive, le produit vaisselle, il faut toute la maison. Moi, quand j'ai déménagé la dernière fois, c'est une chose qu'on a fait expérimenter concrètement. On a dit avec mon épouse, on ne fait plus rentrer un produit chimique dans la maison parce qu'il y a un petit qui arrive. Donc, et ça, je rappelle aussi, les accidents domestiques sont la première cause de mortalité des enfants. Donc, pas d'eau de javel, pas de desktop, pas de saloperie comme ça, mais c'est des trucs que normalement on doit manipuler avec des lunettes, des gants comme ça, voilà. Donc ça, c'est hors de la maison. On fait tout, bicarbonate de soude, citron, vinaigre, j'en oublie peut-être un, savon noir, voilà, tout au savon, vinaigre, etc. Pareil pour les produits d'hygiène personnelle, vous pouvez évidemment aller chez les artisans, privilégier des savons saponnés à froid, d'artisans, aux huiles essentielles ou sans, pour les petits sans, et pour les femmes enceintes sans huiles essentielles. Pour les autres, prenez un truc qui vous va bien le matin, qui vous réveille. Voilà, il y a plein de solutions et vous verrez, en fait, vous allez après vous déambuler dans les supermarchés, vous allez avoir vos repères, vous allez savoir que vous allez chercher vos pâtes intégrales bio là, votre truc là. Il y a des rayons où vous n'irez plus jamais. Par exemple, les rayons d'hygiène corporelle. Tous les trucs, pour ce qui est, encore une fois, d'hygiène, les déodorants, etc., il y a des solutions aux huiles essentielles, à la pierre d'Alain, même si c'est mieux, mais c'est pas idéal, la pierre d'Alain. Pour le rasage, pareil, messieurs. Pour la beauté, il y a des tas de références, des tas de marques qui existent. Pour ceux qui en plus se préoccupent de la condition animale, sans test en vivisection, etc. Alors évidemment, vous allez me dire, ça fait beaucoup de consignes. Ah non, mais en fait, si on y réfléchit, on change un tout petit peu à la fois. Un tout petit peu à la fois. Aujourd'hui, par exemple, je vais pas jeter mon eau de javel. Quand j'ai fini le bidon, j'en rachète pas. Et quand je en serai là, il sera toujours temps de m'intéresser à savoir comment je fais pour l'entretien des surfaces. Et on va regarder, et on va trouver une solution. Et après, vous allez voir, vous allez changer un truc à la fois. Juste, vous ne renouvelez pas les cochonneries qu'on vous a vendues jusqu'à présent. Moi, j'en suis pas encore là, j'en suis pas encore à faire mes vêtements, mais voilà, vous voyez, c'est une démarche d'autonomisation. Après, il faut savoir aussi une chose, normalement, on n'est pas censé vivre tout seul. Normalement, la société, c'est ce qu'explique Platon dans la République, c'est la collaboration justement des savoir-faire. On ne peut pas tout faire. Donc, mais on n'est pas encore arrivé à ce niveau de maturité de la communauté militante. Donc, il faut commencer déjà par s'autonomiser, et ensuite, vous allez voir, c'est passionnant. Parce qu'en fait, c'est une radicalité à pas cher.
Vous pouvez d'une certaine manière combattre le système et avoir des satisfactions trompeuses en faisant tout vous-même et en étant un vrai radical qui fait pas les couches jetables mais les couches lavables, les trucs les plus hardcore qui existent, etc. Ça existe, hein. Il y a des gens qui tombent là-dedans. Je vous mets en garde contre ça. C'est pas politique. Là, ce volet-là dont je vous parle maintenant, c'est pas politique. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je vous veux en bonne santé. Et que si vous êtes en bonne santé, vous serez plus efficace pour le combat politique. Mais ne perdez pas de vue tout ce dont je viens de vous parler, c'est de l'économie, au sens le plus basique du terme. Ça touche à la vie domestique. Ok ? Oikonomos, la loi de la maison. Donc, on peut faire de l'économie politique. C'est intéressant. Et surtout, notre camarade est venu avec le miel que vous fabriquez avec la section. Voilà, il faut commencer quelque part. Et ça, c'est un exemple. C'est ce que moi j'appellerais ça une action exemplaire. Il faut commencer quelque part. Mais étendre cette démarche, c'est possible. Ce sera meilleur pour votre santé, ce sera meilleur pour votre portefeuille. Donc j'ai dit do it yourself. Ensuite, il y a le zéro déchet. Pourquoi ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, le plastique, c'est très mauvais pour la fertilité humaine. Il faut limiter la présence de plastique chez vous. D'autre part, rendez-vous compte, nous sommes environnés d'objets moches chez nous. Donnez un exemple. Les meubles. Moi, je n'achèterai plus jamais un meuble Ikea, jamais. C'est moins cher chez les brocanteurs. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours adapté parce qu'on n'a plus les maisons de nos parents et tout. Mais c'est moins cher chez le brocanteur et il n'y a pas de colle toxique dans ces meubles-là, si vous voulez. En plus, vous le payez le même prix ou moins cher. Et le truc, il va durer plus que vous. Vous allez pouvoir transmettre le vieux buffet que vous avez acheté dans une brocante, là, pendant la grande braderie, par exemple, ici, et elle va durer plus longtemps que vous, le buffet. Hein. Donc pensez à ça aussi. On est là pour transmettre, pour laisser des choses. Vous allez transmettre des meubles Ikea à vos enfants ? Bon, voilà. Ensuite, il y a la question de l'esthétique. Et je vous disais à l'instant, on est environné de laideur. Débarrassez-vous des trucs en plastique chez vous. Vous aurez moins de vaisselle, vous aurez moins de choses. Mais mieux et moins. Vous verrez en plus, en vous délestant de tout ça, là aussi ça va augmenter la qualité de votre vie. Donc n'hésitez pas à vous délester de tous les produits sales de l'industrie, les plastiques, tout ça. Privilégiez la terre cuite, les vieilles matières, les matières nobles. Hein, donc zéro déchet. Il existe aujourd'hui, dans beaucoup d'épiceries bio, etc., des systèmes où on peut s'approvisionner en vrac. C'est moins cher. Alors certes, c'est plus cher que le sachet plastique de chez Métro, c'est clair. Mais c'est moins de déchets. Là, on n'est plus dans la santé humaine. Là, on est vraiment dans une démarche écologique. On n'est pas dans la santé humaine. Mais on est quand même si on veut avoir une démarche un petit peu écologique à la maison, c'est privilégié les emballages en verre. Alors, évidemment, si vous devez choisir entre le verre et l'aluminium, vous allez chez un copain, ne prenez pas un pack de bière dans de l'aluminium. Vous lui rendez pas service. Achetez du verre. Oui, c'est plus de travail. Mais le verre est recyclé, le verre n'est pas polluant, le verre est une matière neutre et c'est aussi un peu une matière noble. Donc, privilégiez toujours ce qui est durable, ce qui est ancien. Posez-vous la question, est-ce que Pépé aurait fait ça à ma place ou pas ? Voilà. Et évitez aussi les trucs jetables. Achetez des briquets jetables, achetez des trucs jetables, des mouchoirs jetables, des lingettes. Je vous lis en passant, les lingettes domestiques là, pour le nettoyage et tout, c'est bourré de cochonneries. Donc, privilégiez le vieux tissu, le vieux chiffon de grand-mère qui va servir 50 fois, d'accord ? Des produits, je vous l'ai dit, faits à la maison, citron, vinaigre, sel, savon noir, vous ne vous en trouverez que mieux. Je vais vous dire un truc, quand vous nettoyez chez vous, par exemple, avec ces produits, il n'y a pas de nuit, il y a des odeurs désagréables, mais le vinaigre s'évapore très vite, et donc ça ne laisse pas d'odeur derrière soi. Et c'est entre autres parce que l'industrie est obligée de parfumer ces cochonneries, qu'elle rajoute encore des particules toxiques dans ces produits. L'essentiel des produits que vous mettez, soit chez vous, soit sur votre peau, qui sont toxiques, c'est uniquement des agents de parfum et de texture. Un autre exemple de produit, par exemple, pour les petits, puisqu'il y en avait deux tout à l'heure, le liniment oléocalcaire pour l'hygiène des bébés. Quand vous regardez la formule de certains trucs qui sont réputés bien, il y a genre 25 produits dedans. Normalement, dans un liniment oléocalcaire, il y a 4 produits. D'accord ? Si une étiquette, quand vous achetez quelque chose, si une étiquette vous semble trop longue, ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas. Un autre exemple, on parlait tout à l'heure de boissons pour l'alimentation. Préférez, alors le vin bio, c'est mieux que le vin, je vous ai dit tout à l'heure, 20% des produits phytosanitaires sur 3% des surfaces. Imaginez la concentration. Donc, le vin naturel, c'est le top.
un peu moins bien, mais mieux quand même, le bio. Parce que, qu'est-ce que c'est le vin bio? C'est pas d'intrants phytosanitaires à la vigne. Mais en revanche, tous les traficotages avec des produits chimiques, je ne sais pas si l'un d'entre vous est déjà rentré dans une boutique d'œnologie, c'est-à-dire là où ils ont acheté les produits, si vous voulez, pour fabriquer les vins. Ils travaillent leur vin, comme ils disent si aimablement. Bon, ça fait flipper. Hein. C'est que des noms barbares, à rallonge, avec des X et des Y dans tous les sens, qui donnent pas du tout envie d'acheter ce vin-là. Mais c'est ce que vous trouvez partout. Et ça, malheureusement, dans le vin bio, ils en mettent aussi. Parce que bio, je vous ai dit, c'est à la vigne. Le vin naturel, c'est à la vigne et à la vinification qu'il est propre. Donc préférez toujours des produits d'artisans, des produits régionaux, pour le localisme évidemment, pour encourager l'industrie locale, et surtout, le label c'est une bonne indication, mais c'est pas toujours le cas. Hein. J'étais en Bretagne il n'y a pas longtemps, dans une crêperie, le type a tout de suite compris qu'on parlait la même langue, et il m'a dit, moi j'ai un petit producteur, là il n'est pas labellisé, mais bon c'est que du pur, quoi. Il parlait de son cidre. Donc c'est pas toujours le label. Le label c'est une bonne indication quand on habite en ville et qu'on est loin des choses, mais avoir des produits de famille ou d'amis ou de voisins, ou même se déplacer, parce que je sais qu'ici c'est des choses qui doivent exister, pour aller chercher soi-même son marché, par exemple sur les plans, organique c'est très bien. Il n'y a pas besoin qu'il y ait le label bio. Si c'est organique, de saison et local, c'est très bien. Être dans une AMAP, si vous avez ni le temps ni le loisir d'aller chercher vos légumes et vos fruits, c'est très bien aussi. Vous passez un contrat avec le paysan. Voilà, donc il y a plein de solutions en réalité. Que ce soit pour l'alimentation, pour l'hygiène de la maison, pour l'hygiène corporelle, la beauté, tout ça, il y a des solutions sur tous ces terrains. La seule chose, c'est qu'il y a quelques principes simples qu'il faut garder à l'esprit. Il faut que ce soit justement simple, rustique, le plus près, de saison. Voilà. Si on s'en tient à ces considérations-là, je pense que vous engagez vraiment une démarche de changement. Et ne soyez pas inquiétés. Si vous voulez vous mettre en route vers ça, vers une vraie vie écologique, je veux dire chez vous, ne soyez pas préoccupés par la montagne de transformations à faire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une transformation à la fois. Alors, on a dit autonomie, zéro déchet. Alors, par exemple, je vous l'ai dit, vous pouvez, sur le zéro déchet, vous équiper en bocaux de verre, c'est très décoratif en plus dans une cuisine, des petits sachets pour approvisionner votre foyer en denrées périssables, vous abonner à une AMAP ou aller faire vous-même la récolte si c'est possible dans une ferme voisine, essayez de radiner tout ce qui existe, hein, les confitures, les trucs, hop, allez-y, c'est tout ça que vous n'aurez pas à acheter, c'est tout ça qui est probablement fait maison, etc. Ensuite, il y a la question de la simplicité volontaire, ce qu'on appelle la simplicité volontaire. On a déjà parlé de la télé, le deuxième acte de la simplicité volontaire, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Les réseaux sociaux, grand problème. Moi, quand j'ai commencé à militer, ça n'existait pas. Mon Dieu, quelle invention. C'est des heures perdues. Des heures perdues à ne parler que de soi. Ou à se marrer, parce qu'en fait, les trucs les plus partagés, bon, c'est les trucs les plus marrants, c'est vrai, mais c'est aussi beaucoup de temps perdu. Donc, les réseaux sociaux, il faut faire un effort. Il faut, je sais pas, peut-être qu'il y a des applis, je sais pas, de chronomètre, je ne sais pas. Au moins pour que vous sachiez où vous en êtes. Essayez de pratiquer aussi la déconnexion à phase régulière. Dire, on est dimanche, faites comme les juifs. Hein. Aujourd'hui, c'est Shabbat Shalom, on n'allume pas la télé, on n'allume pas le portable, pourquoi pas, hein. Vous savez, s'ils font ça, c'est qu'il y a une raison. Hein. Donc, moi je dis, esprit sabbatique, il faut parfois laisser reposer la terre, remettre les dettes, et ne pas allumer le feu, ne pas allumer le téléphone portable, ne pas allumer les écrans. Pratiquez un esprit sabbatique, vraiment, mettez de côté la technologie de temps en temps. Simplicité volontaire, c'est aussi l'esprit de communauté, se défaire. Donnez à la communauté un camarade qui est dans le besoin, par exemple une télé, par exemple. Il est plus jeune que vous, il n'en est pas à votre niveau de maturité. Donnez votre télé, ça fait plaisir. Hein. Donnez autour de vous, délestez-vous des choses inutiles. Donnez de votre temps aussi. Ça participe de la simplicité volontaire. Occasionnellement, pour avoir des nouvelles idées, vous pouvez lire La Décroissance. Alors, c'est d'horribles gauchistes, ils sont un peu casse-pieds, hein, mais ils ont des pratiques sociales intéressantes. Tous les mois, ou je crois que c'est tous les mois qui paraissent, ils donnent une liste, par exemple, des saloperies qu'on va pas acheter ce mois-ci. Je sais pas moi. Ça peut même être, une fois, ils ont même fait le vélo, vous voyez. Parce que c'est vrai que le vélo, c'est très bien, hein. Mais dans certains endroits, c'est pas approprié parce qu'il y a des enfants, etc. Vous voyez, ils vont jusque là. Donc ils sont assez radicaux. Ça peut être
la dernière console, par exemple, la dernière saloperie dont vous devez vous débarrasser. Voilà, donnez autour de vous, donnez du temps à la cause. Et la simplicité volontaire, c'est aussi, ça passe aussi par le DAI, hein, c'est faire des choses soi-même, augmenter son autonomie, c'est aussi augmenter vos savoir-faire. Vous, messieurs, par exemple, il faudrait que chacun d'entre vous s'astreigne à apprendre un métier manuel. Pour les intellos, quoi, je veux dire, ceux qui sont dans des bureaux, dans le tertiaire, il faut apprendre une activité manuelle. Pour donner mon exemple, moi je fais de la peinture. Parce qu'en effet, l'écologie, c'est aussi le refus, je vous le disais tout à l'heure, de la société de consommation, de la technocratie, de la bureaucratie, qui est l'autre nom de la synarchie qui nous gouverne, c'est-à-dire la révolution en col blanc, le refus de la société du spectacle, mais aussi le refus de la société du tertiaire, dont le commandateur parle souvent, puisqu'il en a été le salarié pendant des décennies. Vous connaissez ce discours sur la société du tertiaire. On ne peut pas simplement être, maquettiste pub, ou marchand sur les marchands traders, ou même négociant en blé entre Chypre et Hong Kong. C'est pas possible. Ou même marchand d'assurance. C'est pas possible. Si vous êtes assureur, c'est un très bon métier, on en a besoin, mais il faut aussi que vous appreniez la plomberie. Il faut retourner, je pense que le camarade, parce que lui il a fait cette expérience il y a un moment déjà, pour pouvoir vous faire des partages d'expérience là-dessus, je pense qu'il l'a déjà fait. Il faut que chacun se mette en route pour reconquérir son autonomie et donc pour reconquérir déjà ses mains. N'oubliez pas une chose, chers amis, là, on ne peut faire que ce qu'on peut faire. Ce dont on est en train de discuter là en deuxième partie de propos, c'est pas la révolution. Mais mine de rien, ça leur fait toujours un peu moins d'argent dans les poches. Pensez-y. C'est un tout petit, c'est pas grand-chose. Moi, je ne crois pas trop à la théorie du colibri. Mais vous savez, le principe de Pierre Rabhi, si le colibri porte sa petite goutte d'eau, chacun fait sa part. Et je ne crois pas que la crise écologique sera résolue par nous, parce que c'est l'industrie qui en est l'auteur. Et que nous ne sommes que les sous-traitants de ces déchets, en réalité, d'accord ? Quand ils vous vendent des boîtes des emballages en plastique, des sacs en plastique et des saloperies en aluminium, etc., c'est eux qui les fabriquent. Ils vous les vendent, en passant. Vous les payez, tous ces déchets. Ils n'ont pas besoin de faire tout ça. Donc, l'écologie culpabilisatrice du consommateur final est une erreur. Nous ne sommes pas co-responsables de la crise écologique, ce n'est pas vrai. Je ne crois pas, je vous l'ai dit à l'instant, à la théorie du colibri. Mais quand même, sans dire que c'est politique, dans une société où l'économie, c'est l'essentiel de l'activité humaine, c'est un peu politique indirectement. C'est indirectement politique. Donc, reprenez le contrôle de vos vies à cet égard, ce sera mieux pour votre santé, mieux pour vos familles, mieux pour vous-même, ça leur fait moins d'argent à eux, plus d'argent à vous. Regagnez de l'autonomie en accroissant vos savoir-faire, continuez de vous réinformer comme vous le faites. Voilà, il y a vraiment un livre, si je devais recommander un seul livre, mais c'est le Nicolino ou celui qui est à côté. Ça, c'est plus pour les intellos. Jacques Ellul, le système technicien. Mais vraiment, sur les aspects pratiques, le Nicolino, je n'ai fait qu'égratigner la surface. Les problèmes de santé dont je vous ai parlé tout à l'heure sont très réels. C'est une vraie épidémie. Il y a un risque non nul que nous soyons menacés de disparition. C'est-à-dire que la fécondité masculine, je vous l'ai dit tout à l'heure, on le sait tout de suite parce que vous êtes là, on ne sait pas dans quel état seront les petites filles qui sont nées cette année. On ne le sait pas. La fécondité masculine est aussi, enfin la fertilité masculine est en chute libre, à tel point qu'on a changé les critères pour considérer un homme comme, on va dire, moyennement fertile. C'est-à-dire que, comme tout le monde baisse, on a baissé les critères. Vous voyez, on a cassé le thermomètre en fait. On est probablement en situation de disparaître. Ça ne concerne pas les populations maghrébines ou subsahariennes parce qu'ils n'ont pas les mêmes pratiques socio-économiques que nous. Ils font la cuisine, etc., etc., etc. Ils sont moins isolés que nous. Et surtout, ils n'absorbent pas de pilule contraceptive, qui est, je le dis en passant, aussi une pilule abortive. Ils n'absorbent évidemment pas la pilule du lendemain. Ils ne pratiquent pas ce que j'appelle les micro-avortements avec les stérilets, qui sont une catastrophe pour l'appareil reproductif des femmes. Et ils ne sont pas du tout exposés comme nous aux perturbateurs endocriniens et autres, parce que la plupart du temps, ils sont ici depuis peu de temps, si vous voulez. Depuis une génération. Nous, nos grands-parents, vivront plus longtemps que nous. Notre morbidité à notre génération est supérieure à celle de nos grands-parents. Pourquoi ? Parce qu'ils ont grandi dans un monde où ils ont mangé ça, en gros, si vous voulez, jusqu'à leur âge adulte.
et ben forcément ils profitent aussi des avancées de la médecine. Donc en gros, j'ai envie de dire, eux ils sont vernis, quoi. Mais nous, c'est le contraire. C'est-à-dire que nous avons grandi dans un monde toxique et ça ne cesse de croître, ce niveau de toxicité. Je voyais, il n'y a pas très longtemps, une publicité pour je ne sais plus quel anniversaire de Marie Curie, avec donc son visage, comme ça, avec écrit « La recherche avance, le cancer recule ». Bon, moi ça me fait rire, elle est morte du cancer, et puis il n'y a jamais eu autant de cancers qu'aujourd'hui, d'accord ? Il y a des cancers chez les enfants. Ça n'existe pas, les cancers chez les enfants, d'accord ? C'est une nouveauté que ce monde a inventé, le cancer infantile. Il a aussi inventé les périodes de sécheresse, les sécheresses en période humide. C'est-à-dire que là-dessus, les sols d'Europe sont en train de mourir. Les Bourguignons parlent, par exemple, d'un pays voisin, là, de la Hollande, qui a perdu 98% de sa biodiversité. Alors la question qui se pose, c'est quand, en fait, la bascule. Alors, je vous dis des choses très graves et je prends un ton un peu catastrophiste, mais je ne crois pas non plus à la pédagogie des catastrophes. Je ne crois pas du tout à la pédagogie des catastrophes. Je crois que, chers amis, la catastrophe est derrière nous. L'apocalypse n'est pas pour demain. L'apocalypse s'est probablement produite sur le plan environnemental alors que nous n'étions même pas sur ce monde. Nous ne vivions pas sur cette planète. La catastrophe date au moins de 14-18. Vous voyez, donc ça n'est pas de catastrophisme dans le sens pédagogique. Au contraire, nous vivons au milieu du désastre. Nous sommes les hommes au milieu des ruines. Donc il ne s'agit plus de déplorer ou d'annoncer des catastrophes comme le fou dans Tintin avec son gong. Il s'agit dès maintenant, de commencer à reconstruire. Vous commencez ici par vous-même, votre communauté militante, et c'est très bien. Il faut progressivement commencer à constituer sur ces principes une contre-société qui, à un moment donné, devra se donner une expression politique. Il faudra donner à cette préoccupation environnementale une expression politique. C'est dans ce sens-là que je parle de construction du parti. Mais quand je parle de construire le parti, pour moi, il s'agit de construire des choses, si vous voulez, qui ressemblent plus au Hezbollah libanais ou au parti, si vous voulez, politico-militaire qui se construisent aujourd'hui en Ukraine, que de reconstruire, je sais pas moi, le parti chrétien-démocrate, quoi, hein, pour faire simple, ou le MoDem. Quand je parle de parti, c'est avec une contre-société comme a pu l'être le Parti communiste dans les années 50. Une vraie contre-société, c'est-à-dire des lieux de sociabilité, des pratiques économiques, des entreprises, des maisons d'édition, voilà, tout ça est déjà en bonne voie. Il ne faut que continuer, et chacun d'entre vous maintenant doit faire partie de la solution. C'est-à-dire que là vous êtes, on va dire, entre guillemets, passif. Il faudrait que chacun d'entre vous prenne l'initiative de quelque chose. Là où il se sent le plus à l'aise, là où il est le plus confiant, il faut que chacun d'entre vous maintenant commence à mettre en route des initiatives. Commencez par vos vies. Ne tardez pas trop, mais en fait mettez tout en route en même temps, hein, parce qu'en fait c'est en faisant qu'on fait, hein. Mais ça c'est vraiment important. On est peu nombreux. Je considère que chaque militant en fait qui assiste à ce type de conférence en fait a un cadre. Voilà, j'en ai à peu près terminé sur ce truc. Je voudrais juste terminer sur une anecdote. Je vous dis ça d'autant plus que je voyais un documentaire sur les frères musulmans en Égypte, et il présentait le directeur de l'hôpital, je crois, d'un quartier du Caire, des frères musulmans, un dispensaire. Bon, le type n'avait pas l'air éclairé à tous les étages, hein. Il était pourtant directeur de l'hôpital. Donc ça veut dire que il n'est plus temps, si vous voulez, de former des cadres ultra pointus, ultra aiguisés, ultra affûtés. On ne cherche pas à faire de l'acier japonais. Maintenant, on fera avec ce qu'on a. Les binettes, les râteaux, on fait. On est tous en mesure de prendre nos responsabilités, en vrai. Si cet idiot bête pouvait diriger un dispensaire au Caire, lequel d'entre nous ne peut pas faire un peu plus que ce qu'il fait aujourd'hui? Et donc être aussi à la manœuvre. Vous voyez, notre peuple manque de cadre. Il ne sait pas où aller. C'est à nous de le guider. Mais pour ça, il faut être au milieu de lui. Et pour être au cœur des masses, il faut s'impliquer. Il faut vous impliquer dans vos paroisses, dans les assos, dans les quartiers, à l'école, en étant dans les parents d'élèves, dans votre syndicat, dans votre entreprise, où vous voulez. Mais il faut que vous commenciez, partout où vous êtes, à devenir des référents. Ça, c'est très important. C'est ça, habiter. C'est ça, une vraie écologie intégrale. C'est habiter son milieu. Voilà. Et n'oubliez pas, dans le combat, il faut avoir quand même quelques réconforts. Alors, il y a la camaraderie, évidemment.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la spiritualité, mais il y a aussi les promesses. On nous a promis à la fin une victoire. Voilà, je dirais en conclusion ce que disait Tolkien, les racines profondes ne gèlent pas. Je vous remercie.